Il a donc été réélu avec 58,5% des voix. Qu'attendre du prochain mandat d'Emmanuel Macron? Que compte-t-il faire sur le chantier de l'école? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Aurélie Taquilin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale à Courbevoie. Vous êtes également conseillère régionale d'Île-de-France. Soutien d'Emmanuel Macron. On ne vous demande pas si vous êtes contente. Oui, moi je suis très heureuse que Emmanuel Macron ait été bien sûr réélu. Et parce que nous avons dans nos communes respectives en fait beaucoup essayé de convaincre, de parler de notre projet, notamment sur l'éducation, sur la santé, sur l'environnement. On va y venir justement. Oui. On va en parler avec nos autres convives, nos autres qui sont avec nous. Norman Gourrier, bonjour. Vous êtes secrétaire général du SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées. Merci d'être avec nous. Et également Pascal Vivier qui est avec nous par Skype. Bonjour Pascal. Vous m'entendez? Bonjour Virginie Guillaume. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire général du SNETA-FO, syndicat national de l'enseignement professionnel. Alors je voudrais qu'on revienne sur ces premières images qui vous sont extrêmement familières. Forcément, vous Aurélie Taquilin, mais vous aussi, je l'espère, tous les deux, Norman Gourrier et Pascal Vivier. Les premières images d'Emmanuel Macron qui fend la foule au Champ de Mars, comme ça, à son arrivée. Et on le voit, il est là, entouré d'enfants. Tous ces enfants. Mais qu'est-ce que veut dire cette image, tous ces enfants? Aurélie Taquilin, ça y est, est-ce qu'on peut imaginer que ce nouveau mandat est le mandat, enfin, de l'éducation, le mandat des enfants? Alors déjà, nous avons beaucoup fait sur ces 5 ans sur l'éducation, de grandes réformes, notamment sur renforcer les fondamentaux à l'école primaire, mais également la réforme du baccalauréat. Mais bien sûr, Emmanuel Macron l'a dit pendant toute cette campagne. Je crois que cette image, elle est forte. Ces enfants autour de lui. Il a parlé notamment dans cette campagne de la protection de l'enfance, des défis majeurs qui sont devant nous, comme les écrans, mais aussi le harcèlement, le cyberharcèlement. Et puis, il a parlé d'une nouvelle méthode qu'il souhaite impulser au niveau de l'éducation, en vraiment travaillant de façon collective avec toutes les parties prenantes au niveau local. Et c'est aussi ça qu'il veut impulser sur les réformes à venir pour l'éducation. Une image marquante pour vous aussi, Norman Gourrier, celle d'Emmanuel Macron entouré d'enfants qui arrivent, qui font la foule? En tout cas, si on la rapproche de celle d'il y a 5 ans où il marchait parfaitement seul au pied de la pyramide du Louvre, on ne peut y voir qu'un mieux, c'est certain. On préfère voir un président concerné et accompagné par sa jeunesse que marchant seul avec une vision pyramidale. On peut en espérer quelque chose de meilleur, en tout cas. Nouvelle forme de communication politique pour vous, de votre côté, Pascal Vivier? En tout cas, en politique, les symboles sont très forts. Donc ce symbole, il est fort. J'espère qu'il annonce de bonnes choses, qu'on s'occupe et des jeunes et de la jeunesse. Donc ce symbole est fort, bien sûr, et la politique a toujours besoin de symboles. Alors, vous le disiez, effectivement, il a parlé d'un mandat proche, effectivement, de l'éducation, concerné par l'éducation, concerné par les jeunes, par l'enseignement à la fois primaire, secondaire et supérieur. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, puisque des réformes, il y en a déjà eu. La réforme Blanquer en est une, elle a été très marquante, très forte. Il y a eu beaucoup de contestations aussi, peut-être des réussites pour certains, mais qu'est-ce qu'on peut espérer comme changement pour les 5 années à venir, en tout cas au moins de ce prisme-là, du côté de l'école? Plusieurs constats aujourd'hui au niveau de l'éducation. On a vu aussi que nos professeurs ne sont pas assez valorisés. Donc il y a tout un travail à faire sur mieux les former. La faute à qui de ne pas valoriser? C'est pas le côté gouvernement? Tout n'a pas été parfait pendant 5 ans, mais encore une fois, les urnes ont parlé. Le président a été réélu pour 5 ans de plus, pour pouvoir aller plus vite sans doute sur différents sujets. Et je crois que les enseignants, il faut mieux les former, il faut mieux valoriser le métier d'enseignant, il faut mieux les payer. On a commencé durant ce quinquennat à mieux valoriser en tout cas les débuts de carrière. Mais il y a aussi la question de l'absentéisme aussi des professeurs auxquels les parents sont confrontés aussi dans les écoles. Et des profs qui ne veulent plus faire ce métier aussi parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'il y a tout un chantier à faire et je pense que ça passe par mieux valoriser le métier d'enseignant, mais aussi leur donner plus de liberté pédagogique. Moi, je le vois à l'échelle de ma commune, à Courbevoie. Il y a plein de belles choses que font certains chefs d'établissement, certains proviseurs. Il faut leur donner la liberté de faire, qu'ils puissent recruter eux-mêmes rapidement
donc que ça soit beaucoup plus efficace aussi. Donc il y a plein de choses à reconstruire. Moi, je crois qu'il faut réinventer notre école et qu'il faut le faire au niveau local, avec toutes les parties prenantes. C'est les élus, les associations, les parents, les élèves, tous ensemble pour pouvoir reconstruire et repenser l'école, la refonder, la rebâtir sur les sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Vous rejoignez le point de vue Normand Gourrier d'Aurélie Tacquelin ? Je serais un petit peu plus pragmatique. On a vu en tout cas au moins une évolution sur le temps de la campagne, puisqu'on a commencé cette campagne avec peu de communication précise de la part d'Emmanuel Macron sur de la campagne de cette année, de 2022. Campagne présidentielle 2022, tout à fait, puisqu'on a commencé la campagne avec des intentions, parfois même des malentendus sur exactement la nature du projet éducatif qu'avait Emmanuel Macron pour la France. Et puis ces derniers jours, même jusqu'à l'avant-veille du scrutin, les choses se sont précisées. On a chiffré, on a esquissé un calendrier en termes de revalorisation salariale des enseignants notamment. Donc au moins, on a le sentiment qu'il y a un mieux dans la prise de conscience de ce pôle éducation qui a même été clairement, explicitement présenté comme Emmanuel Macron comme un des 2 grands chantiers du nouveau quinquennat, ce qui n'était pas le cas au début de la campagne. Oui, alors justement, la question se pose du coup, pourquoi l'avoir fait 3 jours avant l'élection ? Enfin, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que si on a vraiment une prise en compte, c'est une vraie remise en question qui doit se faire avant. Si je peux me permettre, le projet est assez clair quand même. À quelques jours avant le premier tour, on a communiqué sur plein de choses, sur notamment l'orientation. Vraiment mettre le paquet sur l'orientation et donc faire rentrer les métiers au collège dès l'entrée de la 5e également. Je pense à la voie professionnelle, le lycée professionnel, la voie d'excellence que Emmanuel Macron veut demain en tout cas bâtir. Enfin, on va faire réagir justement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à l'issue du premier tour et pas que l'entre-deux tours. Donc, Oui, il y a des choses, mais enfin, c'est vrai que ça s'est fait quand même juste avant le premier tour et le second tour. 2 petites semaines, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Voilà. Bon, après, c'est un peu le lot, on le sait, de chaque président, mais enfin quand même, on se pose la question de savoir à quel moment il faut intervenir. Est-ce que c'est pas soit trop tard, soit trop tôt du coup. Pascal Vivier, par rapport au lycée professionnel. Justement. Par rapport au lycée professionnel, j'ai beaucoup d'attentes. Le président de la République nouvellement élu a fait la promesse d'une réforme de l'enseignement professionnel. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, donc j'en attends une réforme et non une contre-réforme. J'attends une réforme avec les enseignants et pas contre eux. J'attends une réforme avec les entreprises et pas contre elles. J'attends une réforme pour les jeunes, mais permettez-moi de dire quand même que ces résultats, je me sens quand même conforté. Parce que la raison a été exprimée par les Français, et ça c'est une bonne chose. En revanche, je connais bien la sociologie aussi du vote des enseignants, et je ne peux pas ne pas voir qu'il y a 60% des enseignants qui ont voté pas pour Emmanuel Macron au second tour, donc il y a une colère aussi qui s'exprime, et la question de l'éducation est une question hyper importante. Est-ce que ce sera la question prioritaire du nouveau président de la République, ou est-ce que, comme les bonnes intentions, ça terminera sous le tapis ou dans les oubliettes de l'histoire? Donc c'est à nous à faire comprendre que malgré ce temps long dans l'éducation nationale, nous avons besoin d'une réforme, d'une vraie réforme pour d'abord les jeunes, mais également pour l'école elle-même. Et vous parliez tout à l'heure de la colère des enseignants. La première chose qu'il va falloir faire avant de les valoriser, et il faudra le faire, c'est d'abord de les écouter. Ils ont voté pour qui, selon vous, les enseignants, Pascal Vivier ? Quand on regarde les sondages, traditionnellement, les enseignants votent plutôt à gauche, mais là aussi, si on veut encore y croire, c'est qu'on est dans un monde ancien. Les enseignants ont beaucoup évolué et maintenant ressemblent de plus en plus à la même typologie que l'ensemble de la société. Donc on pourrait dire en 3 grandes parties, un tiers de centre-gauche et de centre-droit, on va les appeler les macronistes, un tiers de gauche et de gauche très radicale, et l'autre tiers qui exprime une colère et qui, c'est une surprise dans l'éducation nationale, vont plutôt exprimer leur choix de colère par un vote plutôt nationaliste. Oui, mais justement, au second tour, moi je parle au second tour. Qu'est-ce qui s'est passé au second tour? Les enseignants, les voix se sont reportées sur qui? Sur les votes blancs, sur la non-participation ou sur Marine Le Pen? Parce que quand même, le score est très différencié entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'ose croire que les enseignants ont utilisé leurs raisons pour voter. C'est la première des choses. Le reste, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas à l'Ipsos, l'IFOP ou à l'Institut de sondage. En revanche, ce que j'observe, c'est l'outre-mer. L'outre-mer où le SNETA, mon organisation, est aussi très présente.
J'ai observé qu'au premier tour, Jean-Luc Mélenchon arrivait très haut la main et que au second tour, c'est Marine Le Pen qui arrivait très haut la main. Donc si on veut en faire des conclusions politiques, moi, la seule conclusion que je peux faire, c'est qu'il y a une vraie colère qui s'exprime d'un côté ou de l'autre. Donc on nous promet toujours des troisièmes tours, mais là aussi, on n'est pas des perdreaux de l'année, on connaît. Mais en tout cas, il y a une vraie colère et il faut répondre d'abord à cette colère, plutôt que d'avoir des intentions politiques, des intentions pragmatiques. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que le président de la République s'en rende compte, je le crois, et surtout qu'on donne ce temps pour entendre les enseignants. Pour l'enseignement professionnel, j'espère une vraie réforme qui puisse réellement valoriser l'enseignement professionnel, réellement une voie d'excellence, réellement une chance pour un grand nombre de jeunes qui actuellement n'ont pas cette chance. Oui, je l'attends. Oui, alors justement, vous allez répondre à Aurélie Takila, bien entendu, à tout ce que vient de dire Pascal Vivier. Norman Gourrier, je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées. Est-ce que cette même colère dont parle Pascal Vivier, vous la ressentez, vous, autour de vous, avec les enseignants et tout le personnel éducatif aussi? Oui, bien sûr, on la ressent au quotidien. Elle est le résultat de 5 ans d'une mandature difficile pour les enseignants. Que ces 5 ans-là, pas avant? Probablement, elle accumule aussi une colère qui vient depuis plus longtemps et aussi une frustration. Mais il faut reconnaître que la manière de faire de Jean-Michel Blanquer restera dans la mémoire des enseignants comme quelque chose d'extrêmement brutal et douloureux. Par la non-communication ? Oui, par le refus du dialogue social, par une forme de décision d'un homme seul contre tous, par des manières fortes et puis quelques réformes qui ont du mal à passer et qu'on appelle à juste titre des contre-réformes. Une réponse, Aurélie Takila. Pour l'instant, c'est Jean-Michel Blanquer qui reste ministre de l'Éducation. Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une victoire qui est historique. Jamais un président sortant a été réélu à part en cohabitation. Et puis, par rapport à 2017... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit par rapport à l'éducation. Non, mais je fais juste un point de situation aussi. Je comprends, vous avez raison. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas la réponse. On a un président bien réélu. Et donc, ça a été le choix également de la continuité, mais aussi, il faut entendre le message, je crois, qui a été donné. Bien sûr qu'il faut aller convaincre les gens qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Donc, aujourd'hui, l'heure est aussi au rassemblement, aller parler, écouter. On peut rassembler, quand on est Emmanuel Macron, on peut rassembler aussi bien chez les mélenchonistes que chez les en tout cas, il faut entendre les signaux aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas voté pour nous. Et côté école, ça veut dire quoi alors? Côté école, ça veut dire augmentation de salaire, ça veut dire quoi d'autre? Tous les chantiers qu'on a déjà plus ou moins mis sur la table, il faut les continuer, il faut aller plus vite. Faut protéger davantage, faut être plus à l'écoute et puis mener les vraies réformes dont on a besoin au niveau du pays. Donc ce que je disais tout à l'heure, notamment sur la réforme du lycée professionnel, je pense notamment à l'orientation, je pense aussi à donner plus de liberté à ces enseignants, à ces directeurs d'établissement et puis mieux valoriser le métier d'enseignant. Je crois que c'est hyper important. Mais ça, on le savait déjà avant. Pourquoi ça s'est pas fait avant? Là, on va aller plus vite. Ah. Et donc, c'est aussi pour ça que le 3e tour, les élections législatives, il va falloir pouvoir donner une majorité au président de la République pour que nous puissions agir plus vite, plus fort. Vous y croyez? Maintenant, c'est compliqué compte tenu des résultats qui ont été donnés au premier tour. Vous pensez qu'une majorité peut s'opérer aussi au côté? Moi, j'y crois, oui. Ouais. Moi, je pense que les Français ont fait un véritable choix historique et sans doute, ça se confirmera dans les urnes aux législatives. Mais encore, c'est un combat. Moi, je suis une femme politique, j'ai livré des combats. Demain, j'en porterai également. C'est un combat. Il faut dévoiler son projet, aller convaincre. Donc, c'est ce que nous allons faire. En tout cas, nous avons été élus sur le projet d'Emmanuel Macron et nous le porterons aux législatives. Toute réforme ou toute application de réforme est assez longue, on le sait. On espère qu'elle a été effectivement enclenchée avant cette deuxième élection d'Emmanuel Macron. Donc du coup, la revalorisation, je vais y arriver, des salaires, ce serait pour quand, de manière effective? Vous imaginez ça? Oui, le président Macron a précisé les choses. 10% en 2023. Une revalorisation de 10%, à hauteur de 10% en 2023, donc qui est une vraie revalorisation. Donc ça, c'est aussi une précision qu'on attendait, puisque dans le début de campagne, Emmanuel Macron avait commencé en précisant juste qu'il proposerait aux enseignants de travailler plus pour gagner plus. C'est-à-dire une augmentation
négociation salariale. Cette fois-ci, il a vraiment dissocié cette opportunité qu'il veut développer d'une revalorisation sans contrepartie. Voilà, exactement. Ouais. D'une revalorisation sans contrepartie à hauteur de 10%. Et il a aussi précisé que ça n'était pas à confondre avec les négociations déjà en cours à propos du dégel du point d'indice qui concerne toute la fonction publique et également les enseignants. J'aimerais juste revenir rapidement sur le caractère historique qu'a présenté Madame à l'instant sur ce vote, parce que pour moi c'est toujours difficile à entendre et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent mal percevoir les choses quand on présente comme historique ce résultat d'Emmanuel Macron. Rappelons-nous quand même que Jacques Chirac, lorsqu'il terminait son premier mandat et qui n'était certainement pas le président le plus aimé des Français à ce moment-là, et qui s'est retrouvé au second tour, il en a fait des marchés, il en a mangé des saucissons. Jean-Marie Le Pen avait été réélu avec plus de presque 90% des voix. S'il y a une chose historique dans ce vote, pour moi, c'est 40% de vote à un parti d'extrême droite en France depuis la Libération. C'est ça qui est historique et qui est extrêmement inquiétant. On n'est plus du tout dans la même situation. Aujourd'hui, il faut le dire, on a un pays assez fracturé. Les Français sont très inquiets. Moi, j'étais sur le terrain. Je vois bien que après les Gilets jaunes, après la Covid et la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on a une vraie inquiétude. Alors, tout n'est pas de la faute de notre président, mais on peut comprendre aussi que les Français dans cet état, aussi à cause des politiques menées. Je crois qu'aujourd'hui, le contexte, il y a beaucoup joué. On voit cette hausse des prix de l'énergie, on voit cette question du pouvoir d'achat très prégnant. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il va falloir agir très vite et qu'il va falloir se mettre rapidement au boulot, moi, je pense. Alors, les maths et le français, ça, c'est le grand truc. Je dis le grand truc, non pas pour le minimiser, mais c'est la réforme, ou en tout cas la préoccupation maximale. On est les plus mauvais en maths en Europe. Le français, c'est pas terrible non plus. On a un vrai problème de valeur là-dedans. Emmanuel Macron en a reparlé, notre président en a reparlé. Il souhaite le retour obligatoire du français et des maths au lycée. Qu'en pensez-vous, tous les trois? Henri Daquilin, en 2 secondes, parce que j'imagine que... bien sûr, j'adhère. Parce que par rapport à la réforme du bac, effectivement, on avait sorti un peu les mathématiques et donc là l'idée c'est de remettre un peu beaucoup, vous avez raison, c'est de remettre effectivement les mathématiques dans le socle commun et donc c'est une bonne chose. Moi, on a une petite mini génération quand même de 5 ans là, de non-filles en section ingénieur et d'enfants qui seront pas très bons en maths aussi à cause de ça. Non mais c'est indispensable, ça c'est ça. Et oui, exactement. Pascal Vivier, votre avis là-dessus, est-ce qu'on n'est pas trop en retard déjà pour remettre dans le tronc commun maths et français? Alors sur le lycée général, certainement, mais si on veut vraiment reformer nos jeunes aux mathématiques, au français, allez, on va faire simple. Disons qu'il faut redonner des bases. Donc je crois que les réformes qui ont eu lieu sur le premier degré vont dans ce sens. Il faut maintenant s'atteler au collège. Nous ne pouvons pas attendre que des jeunes sortent du collège sans maîtriser les bases des mathématiques, du français, mais également de l'orientation et d'un choix de perspective. J'allais dire, c'est la culture générale. Est-ce qu'on reste dans le socle commun des connaissances qui, au final, pour un grand nombre d'élèves, ne maîtrisent pas, ou est-ce qu'on décide d'avoir un socle commun culturel dans lequel il y a les mathématiques, le français, mais également l'histoire des métiers, de l'économie, l'orientation. C'est aussi sur un temps long. Je ne crois pas qu'en remettant 1 heure de mathématiques en plus, ça réponde à la difficulté que la France peut avoir dans les évaluations internationales. En revanche, s'atteler très tôt à ce que les élèves aient les bases de français, de mathématiques, de culture générale, d'orientation et d'économie et d'histoire des métiers, je pense que ça ferait du bien. Donc là, c'est un vrai débat qu'on doit avoir, et sur la place du collège, mais avoir une réforme sur le lycée général sans s'atteler au collège et sans s'atteler à l'enseignement supérieur, qu'il soit l'enseignement supérieur court ou l'enseignement supérieur long, ce sont des réformes qui sont vouées, selon moi, à l'échec. Donc on va voir quelles sont les priorités du nouveau président réélu. Pascal, quand vous parlez d'orientation par rapport aux maths et au français, ça veut dire quoi, orientation ? Une matière qui serait la matière orientation? Rentrer les métiers en fait dès l'entrée au collège en fait, dès la 5e. Je pense. C'est ça, Pascal. C'est aussi une vraie difficulté. Moi, je le vois. Les enfants, si vous êtes dans une famille, favorisée, vous allez être plus susceptible à être orienté vers telle ou telle filière. Voilà. Donc, je pense que pouvoir donner dès le collège, faire rentrer les métiers
d'avoir vraiment des métiers, des personnes qui vous parlent de leur métier. Ça, c'est aussi une façon Alors, d'éclaircir ça vous va bien aussi, Pascal Taquilin. J'aurais pu vous appeler Pascal. Pascal Vivier, la réponse, parce qu'Aurélie répond à votre place. Dites-moi, c'est ça, c'est exactement ce que veut dire Aurélie? Alors bien sûr, en tout cas j'adhère aux propos d'Aurélie Taquilin, mais je pense qu'il faut savoir ce dont les jeunes doivent avoir comme minimum commun entre eux. Donc si c'est pour faire une préorientation avec des jeunes qui d'un côté seraient pas bons et découvriraient les métiers, et de l'autre côté il y aurait les bons qui font les mathématiques, la question des mathématiques en France elle est très particulière. C'était la discipline qui permettait de faire une sélection après le bac. Bref, vous avez les maths sup, maths spé, et puis vous aviez les écoles d'ingénieurs. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec moins de mathématiques, l'orientation est plutôt genrée. On s'en rend compte seulement maintenant, c'est-à-dire que les jeunes filles choisissent moins les mathématiques. Je crois que tout ça doit se faire beaucoup plus tôt. Redonner goût aux mathématiques, redonner goût aux Français, mais surtout à la culture générale. Qu'est-ce qu'on a entre vous et moi, entre mon collègue et notre élu, ce qu'on a de commun et comment on peut faire France. Aurélie Taquilin l'a dit, ce pays est totalement fracturé. Il l'était généralement en deux. Aujourd'hui, il est en 3, et avant d'aller donner des réponses, il faut écouter tout le monde. Il va falloir redonner confiance. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller convaincre. D'abord, il va falloir écouter, prendre le temps, prendre le pouls dans l'ensemble des territoires, puisque les territoires s'expriment différemment, et ensuite on pourra s'atteler à un vrai débat sur la place de l'école. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Virginie Guillaume, le souci de l'éducation, c'est qu'on est sur le temps long. Tous ceux qui veulent immédiatement une réforme avec immédiatement des résultats se trompent, ou alors ils font de la politique. Oui, mais alors il faut on sait que quand une réforme est mise en place... Dans ces cas-là, il faut repenser entièrement l'idée d'un quinquennat. Il faut revenir au septennat, ou voire plus, parce que de toute façon, on aura toujours cet éternel problème. Donc là, Emmanuel Macron, en l'occurrence, à l'occasion de faire un deuxième mandat, il faudrait quand même que tout ce qui a été enclenché avant puisse continuer maintenant. Votre avis, Norman Goyer, sur la question? Oui, une idée qu'on avait avancée, c'était de proposer au ministère qu'il n'y ait pas de réforme structurelle engagée avant qu'un bilan ait été tiré des précédentes. Ce serait le minimum déjà pour s'assurer que les choses fonctionnent correctement. Mais combien de temps dure un bilan en point de vue administratif? Au moins, ne serait-ce un an pour tirer le bilan de la réforme précédente. Parce que là, on voit bien que dans les propositions d'Emmanuel Macron, c'est une mini-réforme du collège qui s'esquisse déjà. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises sur la table. Pour l'instant, on a une liste de bonnes intentions, mais ça manque cruellement de précision horaire, parce que il dit on va remettre des mathématiques et on va renforcer les fondamentaux au collège. Tout le monde est d'accord avec ça. On va faire plus de sport. Très bien. Oui, 2 heures de sport. 30 minutes de sport dès l'école primaire. Oui, bon, ça, à l'école primaire, c'est déjà 30 minutes, c'est ce qui est déjà préconisé pour les instituteurs, les professeurs des écoles. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais au niveau du collège, ça serait du temps supplémentaire. On parle aussi de développer les enseignements artistiques et culturels. Personne va être contre ça. Et informatique. Et aussi de faire cette découverte professionnelle qu'on a estimée à une demi-journée par semaine, une demi-journée hebdomadaire. Découverte. Une demi-journée, c'est le temps de français pour un élève de 5e dans son emploi du temps. C'est-à-dire qu'on va faire de la découverte professionnelle à la même hauteur que le français. Comment on fait un emploi du temps avec tout ça? Alors que déjà, on se plaint déjà du rythme scolaire. Exactement. Et du temps horaire des enfants, qui sont extrêmement fatigués, qui arrivent quand même à 8h, 8h30 et qui repartent souvent vers 17h30, 18h de l'école. Sur le papier, personne n'est contre ces propositions, mais après, il y a la quadrature du cercle, mettre tout ça dans un emploi du temps rationnel. Donc ça veut dire quoi? En gros, là, on est au lendemain donc, du second tour, au lendemain de la réélection de notre président Emmanuel Macron. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité, c'est augmenter, c'est le salaire des profs. En priorité, c'est calmer déjà, c'est pouvoir rassurer et dire on vous considère, parce que les profs ne se sentent pas considérés aujourd'hui. Dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on a faites, ça n'a jamais été présenté comme la première préoccupation des enseignants. Certes, les enseignants ont été déclassés socialement et ont perdu en pouvoir d'achat d'une manière impressionnante dans les 40 dernières années, près d'un tiers de pouvoir d'achat perdu depuis les années 80. C'est colossal. Bien sûr que les enseignants espéraient avoir un salaire à la hauteur de leur fonction et aussi de leur formation, puisque depuis quelques années maintenant, ils ont besoin d'un bac+5 pour enseigner. Vous pouvez redire, s'il vous plaît, le salaire de base d'un enseignant qui démarre et 10 ans après? Enseignant certifié, première année, 1 800 € brut, donc 1 417 € net à peu près. Voilà. Ok, au bout de 10 ans, on peut espérer combien? Au bout de 10 ans, on peut espérer approcher les 2 000, 2
2100. D'accord. Et à la retraite, enfin juste avant la retraite? À la retraite, alors bien sûr là ça va être très inégal d'une des personnes à l'autre, mais on peut espérer avoir 3000 ou 3200 de revenus sur la dernière année. Professeurs, enfin enseignants, infirmiers, agriculteurs, tous ceux ouvriers, tous ceux qui font la force de ce pays sont mal payés. Donc il y a un moment, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir et repenser puis le système. il y a les comparatifs européens qui montrent que la France paye mal ses enseignants. Il y a un certain nombre de choses qui font que c'est une question importante. Mais quand on interroge les enseignants, le cadre de vie de classe, l'autonomie dans le travail, le bien-être des élèves passe en priorité pour eux avant la demande du pouvoir d'achat. Donc ce sont aussi des choses auxquelles il faut répondre. Aussi le rétablissement de l'autorité. On a des problèmes de violence scolaire et de non-respect de l'autorité de l'enseignant. Ça, c'est très important aussi pour les enseignants. Donc il faut mieux valoriser pour rendre plus attractif le métier d'enseignant, parce qu'on ne trouve plus d'enseignants. Et oui, il y a aussi la crise du recrutement. Et d'ailleurs, vous parliez des mathématiques tout à l'heure, on parle de remettre la mathématique au lycée, mais nous, au SNCL, on s'interroge, comment remettre 2 heures de mathématiques dès la rentrée prochaine au lycée sans professeur de mathématiques? Parce que c'était très facile de fermer les postes, de ne pas renouveler les contrats des contractuels de professeurs de mathématiques, mais demain, il faut 900, 1000, 3000 personnes. Les retrouver et pouvoir aussi les remotiver, mois, effectivement. Ça paraît impossible. Et puis moi, je pense aussi qu'il va falloir repenser l'éducation au niveau des territoires. Il va falloir écouter les territoires. Parce que moi, je crois que dans les territoires, il y a beaucoup de belles choses qui se font. Quand vous dites territoire, ça veut dire nos communes. À l'échelle de Courbevoie, il y a vraiment des choses, par exemple, je ne vais pas parler pour ma commune, mais il y a des choses de façon qui sont mises en place de façon expérimentale, qui sont innovantes et qu'on pourrait prendre et faire remonter au niveau national pour pouvoir le multiplier. Je pense qu'il faut que les territoires soient sans doute plus écoutés aussi. Et oui, c'est sans doute effectivement au niveau des maires et adjoints et communes que tout se passe et que tout bouge. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous au lendemain de cette élection d'Emmanuel Macron. Merci Aurélie Aquilin. Merci. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale à Courbevoie, également conseillère régionale d'Île-de-France, soutien évidemment d'Emmanuel Macron. Norman Gourrier, merci aussi d'avoir été avec nous, secrétaire général du SNCL, syndicat national des collèges et des lycées, ainsi que Pascal Vivier, qui est avec nous de Skype. Merci, secrétaire général d'ISNETA FO, syndicat national de l'enseignement professionnel. J'espère vous retrouver vite tous les trois. J'aime beaucoup quand vous êtes avec moi. Au moins, on fait avancer le débat. Merci à vous. Restez avec nous.